Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série spécialement consacrée à l'Afrique du Sud dans le cadre de nos chroniques Quantum Way. C'est mon dernier épisode, mais peut-être pas le vôtre. Je suis vraiment ravie et honorée d'être reçue chez Didi Mogashoa. Merci Didi de nous accueillir chez vous et d'avoir accepté de nous parler un peu de ce que vous faites ici en Afrique du Sud et peut-être aussi un peu de votre histoire. Didi, vous avez créé une fondation, la Didi and Friends Foundation. Vous faites également partie du Nexus Global Exchange et peut-être que vous nous en direz un peu plus à ce sujet. Vous faites également partie du conseil d'administration du Mindfulness Institute of South Africa. Cela fait beaucoup. Qui plus est, vous êtes coach de vie et vous faites un travail incroyable. C'est de tout cela dont nous allons parler et que nous allons partager avec notre audience aujourd'hui. Alors merci Didi et bienvenue à vous. Oui, merci. Merci de cette opportunité. C'est un plaisir d'être ici en votre compagnie et de pouvoir expliquer ce que je fais. Oui, je m'appelle Didi Mogashoa. J'ai créé la fondation Didi and Friends en 2006 après avoir constaté la nécessité de rétablir une certaine équanimité entre les écoles publiques et les écoles privées en Afrique du Sud. Il s'agissait donc initialement de combler le fossé qui existait entre les enfants pour ce qui est du soutien scolaire. Ce faisant, cela m'a permis de réaliser que ces enfants n'avaient pas seulement besoin de soutien en matière d'éducation, mais aussi d'un soutien psychosocial. C'est ainsi que mon activité de coaching de vie est entrée en jeu par l'établissement de partenariats avec différentes organisations basées pour la plupart dans ce que nous appelons nos townships ou nos communautés défavorisées. Par la suite, animée par ma perpétuelle curiosité d'apprendre et de me lancer des défis pour évoluer, j'ai obtenu une certification en pleine conscience à l'université de Stellenbosch. Cela m'a permis de proposer un programme de pleine conscience de 8 semaines qui permet de sensibiliser à la pleine conscience et à ses bénéfices, la découverte d'outils, de ressources, mais aussi de soi-même dans un véritable mouvement d'introspection. J'ai donc commencé à dispenser des formations de pleine conscience de 8 semaines à ces communautés défavorisées, en commençant avec des filles jeunes, âgées de 13 à 16 ans, ce qui fut d'ailleurs un peu difficile. C'est un vrai défi. Défi, certes, mais défi positif, car il m'a permis d'appliquer les aspects de la pleine conscience dont je parlais, à savoir être patiente, ne pas forcer les choses et ne pas juger. Qui plus est, dans la pleine conscience, l'accent est mis sur la manière dont on apprend des participants eux-mêmes. Typiquement, nous nous asseyons en cercle, car il s'agit d'un partage, et personne ne prend de position de supériorité ou d'infériorité. Telle est vraiment la nature de mon travail. Par ailleurs, comme vous l'avez dit, je porte plusieurs casquettes. Toutefois, elles sont liées entre elles et ne sont pas vraiment distinctes. C'est ainsi que je me suis engagée avec Nexus Global, une organisation qui cible toute personne désireuse d'être actrice du changement à l'échelle mondiale et dans laquelle je suis la représentante et responsable pour l'Afrique. Nous travaillons dans les domaines des droits des femmes, des droits des enfants, de l'éducation, de la santé mentale et du bien-être. Nous nous intéressons également à des domaines plus ludiques comme la musique, et la mode, et à la manière dont ces domaines peuvent transcender les cultures et les frontières. Notre réflexion s'articule aussi
autour des échanges d'idées et de l'inspiration mutuelle. C'est donc une organisation qui cherche à apporter des idées, à apporter des changements dans différents domaines et à nous aider à trouver des moyens de collaboration. Pour finir, le coaching de vie et professionnel correspond à une activité, si je puis dire, plus alimentaire. C'est donc une activité que j'ai intégrée et que je propose principalement sous forme de consultations individuelles visant des cadres supérieurs qui occupent des postes de direction dans des entreprises en Afrique du Sud et, espérons-le, bientôt dans le monde entier. J'introduis, là encore, beaucoup d'aspects liés à la pleine conscience, car il me semble que nul ne saurait prétendre vouloir diriger les autres sans la capacité à être dans la conscience de l'autre et la conscience de soi en tant qu'être humain. Vous n'en êtes pas arrivé là, comment dirais-je, par hasard. Vous savez bien d'où vous venez et peut-être pourriez-vous nous raconter votre histoire? En effet, beaucoup de personnes ne réalisent pas vraiment ce que cela signifie de vivre et de naître pendant l'apartheid en tant que femme noire ou fille noire et d'en sortir. Je pense qu'il serait intéressant que vous partagiez avec nous un peu de votre histoire, si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui, c'est intéressant parce que j'ai grandi à Mamelodi, un township situé à Pretoria, aujourd'hui renommé Tshwane. L'Afrique du Sud est un pays en développement qui a connu de nombreux bouleversements et changements. L'indépendance a été obtenue en 1994, ce qui veut dire que j'ai vécu cette transition puisque je suis née en 1977. Mes parents appartenaient à la classe moyenne. Tous deux enseignants, très curieux et passionnés par l'éducation, ils ont évolué dans leur carrière pour en arriver, s'agissant de mon père, à devenir docteur en psychologie et de ma mère à être titulaire d'une maîtrise en remédiation thérapeutique. Je suis la dernière de leurs 5 enfants et l'éducation qui nous a été prodiguée a toujours été une source de grande fierté pour eux. Dans le contexte de l'apartheid, mes parents ont eu les moyens de nous envoyer dans des écoles privées, ce qui a représenté un défi à part entière. Cela impliquait de quitter le township où les enfants, eux, n'allaient pas à l'école. Lorsqu'il y avait parfois des émeutes, les enseignants parlaient de « pen down », littéralement « on pose les stylos », ce qui voulait dire que les cours n'étaient pas dispensés et que les enfants n'étaient pas autorisés à venir à l'école. Ainsi, pour que nous puissions nous rendre à notre école, il nous fallait franchir des barrages routiers. Ma mère nous faisait monter à l'arrière de sa voiture et c'est en chemise de nuit, en dessous desquelles nous portions en fait nos uniformes scolaires, que nous nous allongions, faisant mine de dormir. C'est ainsi qu'elle nous faisait sortir discrètement du township, alors que les autres enfants n'allaient pas à l'école. Si elle avait clairement dit qu'elle nous emmenait à l'école, elle aurait été perçue comme une traîtresse, comme quelqu'un qui ne s'opposait pas à l'inégalité existante. Mais en tant que mère, elle essayait aussi simplement de subvenir à nos besoins. C'était donc une situation délicate. Oui, elle restait ferme dans ses positions sur la question de l'injustice, mais elle avait choisi de nous faire aller dans une école qui acceptait les enfants noirs, car de nombreux établissements n'autorisaient pas les enfants de couleur à fréquenter la même école que les enfants blancs. C'était donc l'une de ces rares écoles, une école catholique conventuelle, réservée aux filles, qui acceptait toutes les races
en leur offrant le même niveau d'éducation. Et donc, oui, j'ai grandi dans ce contexte particulier, ce à quoi s'ajoute la difficulté de rentrer dans mon quartier et ne pas être vraiment acceptée par mes amis d'avant, en raison notamment de la différence dans le calendrier des vacances scolaires. Et puis, en ce temps-là, je m'impliquais dans toutes sortes d'activités. Le week-end, je jouais au hockey ou au tennis, et cela a aussi été un défi pour m'adapter à ces milieux. C'est comme si j'avais évolué dans deux mondes. D'une part, consciente de mon héritage et fière de qui j'étais. D'autre part, jouissant du privilège de fréquenter une école et d'y recevoir ce que la plupart des enfants ne recevaient pas. Et c'est ce que vous défendez aujourd'hui, en essayant de donner accès à l'éducation à tous les enfants d'Afrique du Sud et au travers des actions de votre fondation, n'est-ce pas? C'est vraiment important. Et vous en aviez conscience. Votre mère vous a enseigné cela. Elle savait qu'il était tellement important d'avoir accès à l'éducation et vous marchez dans ses pas. Oui, différemment, bien sûr. C'est vrai. Dans notre langue, nous avons ce mot, Ubuntu. Je pense que Desmond Tutu a vraiment contribué à faire connaître ce terme dans le monde entier. Ubuntu signifie prendre soin de son prochain. Comme vous le dites si bien, mes parents étaient des défenseurs du mot Ubuntu. J'ai mentionné que j'étais la plus jeune de 5 enfants, mais nous n'étions jamais seulement 5 dans la famille. Nous étions toujours 6 ou 7, car mes parents ont accueilli des membres de la famille, des cousins en difficulté, et les ont également éduqués. C'est ainsi qu'est née la fondation Didi and Friends. Le constat des besoins autour de nous révèle que la raison d'être de notre existence est intimement liée à l'existence même de l'autre. Le message de la Fondation, adressé à tous ceux qui en ont les moyens, a donc été le suivant. Unissons nos forces pour combler le fossé entre les inégalités qui existent au sein de notre système éducatif public et dans les écoles privées, et trouvons un moyen de réduire cet écart et répondre aux besoins qui existent. À l'époque de la création de la Fondation, selon les statistiques, un enfant dans la moyenne avait, au niveau équivalent au CE2, les aptitudes de lecture d'un enfant de 5 ans, ou bien entrait dans le système scolaire sans maîtriser les savoirs fondamentaux attendus pour son âge. Et pour moi, c'est un problème, car cela se traduit ensuite par de la criminalité, par une violence sexiste perpétuelle. Le manque d'accès à l'éducation ne fait que perpétuer un nombre important de maux sociaux dans nos communautés. Je pense que l'éducation est également importante, en ce qu'elle permet de voir le monde sous un angle différent et donne des opportunités, comme par exemple celle de voyager à travers les livres, car lire est déjà une façon de découvrir le monde. En revanche, sans cette opportunité, cela devient problématique. Et comment votre fondation participe-t-elle ou aide-t-elle ce projet éducatif? Que faites-vous exactement? Notre motivation a donc été, et j'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas de réinventer la roue, elle a donc été axée sur la collaboration avec des organisations qui existent déjà au sein d'une communauté. Prenons le cas de celle avec laquelle je travaille depuis plusieurs années, la Fondation Ntethelelo. Ce mot signifie « pardon » en zoulou. Cette fondation propose un programme parascolaire de 15h à 17h du lundi au samedi. Les enfants de la communauté y sont accueillis et y reçoivent nourriture, vêtements et soutien scolaire. Notre propre fondation a commencé par aider au niveau des besoins de base. Nous avons constaté par la suite qu'il y avait un grand besoin au niveau psychologique et social.
Et c'est ainsi qu'avec les personnes avec lesquelles je travaille, notamment un de mes collaborateurs qui est psychologue, nous en sommes venus à apporter une aide psychologique. J'ai donc mis au service de leur fondation mes compétences en matière de coaching de vie et de coaching professionnel. Enfin, j'ai plutôt partagé des outils en coaching de vie, mais également des outils de base pour savoir comment naviguer dans la vie. Et rappelons-nous qu'il s'agit de communautés dans lesquelles 8 personnes vivent dans une seule et même pièce. Souvent, ces enfants dont nous parlons ont pu être, pendant le week-end, témoins d'un meurtre au coin de leur rue, ou bien leur mère, pour essayer de joindre les deux bouts, a pu mettre en place un commerce de vente d'alcool dans cette petite pièce qui est leur lieu de vie et qui voit passer des hommes venus acheter de l'alcool et qui finissent par vouloir abuser sexuellement d'eux. Ce sont ces enfants avec lesquels nous travaillons. Alors, le lundi, parfois, certains d'entre eux sont en larmes. Nous rencontrons aussi des enfants déjà séropositifs, parce qu'ils sont nés avec le virus du sida. Nous nous sommes rendus compte qu'il était impensable de vouloir apporter un enseignement ou un soutien éducatif sans d'abord prendre soin des besoins émotionnels. Nous avons dû faire un pas de côté et réaliser qu'avant de pouvoir transmettre des connaissances en médecine ou en sciences, nous devons prendre soin des cœurs. Nous devons prendre soin des émotions et donner les outils nécessaires grâce à la pleine conscience, au coaching ou encore à la thérapie pour que ces enfants puissent devenir des êtres humains qui fonctionnent bien. En parlant de pleine conscience, car c'est vraiment le cœur de votre manière d'aider les gens, qu'avez-vous trouvé de soutenant dans cette pratique de la pleine conscience? Mais aussi, qu'avez-vous appris de la pratique, celle mise en place avec des personnes défavorisées ou avec lesquelles vous travaillez dans le contexte culturel sud-africain et africain? Quels sont les ponts entre, d'un côté, la pratique de la pleine conscience et de l'autre, tout ce que les personnes vivent et affrontent et ce qui les aide à faire face à la souffrance, aux épreuves et à la pauvreté? Je pense que le premier principe clé de la pleine conscience est que l'on ne peut enseigner ce que l'on ne pratique pas soi-même. Avoir une pratique personnelle solide et quotidienne me rappelle qu'il s'agit bien d'une pratique. Quand je m'assois sur mon coussin de méditation ou que je m'installe sur mon tapis de yoga, cela m'aide avant tout à m'ancrer. Et à partir de là, je peux enseigner ou partager avec les autres les pratiques de pleine conscience. Comme je l'ai déjà mentionné, le simple fait de former un cercle en début de rencontre est une façon de montrer à tout le monde que nous sommes tous égaux et qu'il s'agit d'un partage qui va peut-être leur évoquer ce qu'est la pleine conscience. Car je pense que les enseignements de la pleine conscience sont un rappel de notre humanité, de notre essence et de la lumière qui est en nous. Et donc, la simple mise en place de cette configuration en cercle est un rappel de la lumière que chacun porte en soi. Vous avez parlé d'Ubuntu, et quand vous dites cela, je ressens vraiment cet esprit d'Ubuntu. Les gens n'ont pas attendu que la pleine conscience fasse son apparition pour se réunir en cercle, être ensemble, et c'est cette unité que l'on trouve dans l'Ubuntu. Tout à fait. Nous avons donc 11 langues et cultures différentes en Afrique du Sud. Et dans la plupart de ces 11 entités, les histoires étaient racontées et la sagesse transmise autour d'un feu de camp, la nuit, lorsque les familles se rassemblaient en cercle autour de ce feu.
Cette sagesse de l'Ubuntu existe donc depuis des siècles. C'est ce que l'on m'a rapporté au sujet de ma grand-mère. Elle racontait des histoires lorsqu'à son époque, les gens se réunissaient autour du feu. Ces histoires ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, la mère que je suis pour mes enfants et la personne pleine d'humanité en interaction avec les autres, capable de voir les gens tels qu'ils sont vraiment et d'écouter ce qu'ils sont disposés à partager du contenu de leur cœur. Vous avez donc raison de dire que la pleine conscience est sans doute un terme superbement estampé, mais c'est peut-être aussi un mot qui existe dans les cultures africaines depuis des siècles. J'ai vu des gens puiser dans cette sagesse à travers la danse et le chant. J'ai un ami issu d'une famille royale d'un pays voisin, le Botswana, qui m'a raconté l'histoire du décès d'un des anciens de la famille royale. Il y avait donc des hommes assis sur un côté pendant ce qu'on peut appeler les funérailles, alors que la personne défunte était pleurée. Mon ami m'a expliqué que ces hommes se sont mis à fredonner à l'unisson, fredonnement qui a duré environ 30 minutes. Et il a dit qu'après cela, aucun mot n'a été nécessaire, car ce fredonnement fut une façon d'honorer l'homme qu'il était, l'homme qui était décédé, une façon d'honorer sa lignée. Et ce fredonnement à l'unisson fut une guérison en soi, une guérison du cœur. Et oui, pour moi, c'était juste. Je lui ai dit, c'est la pleine conscience en action. Et il m'a répondu, tu as raison. Et donc, oui, je ne sais pas trop quoi dire d'autre car il y a tellement... Je suppose que ce que j'aimerais, c'est que ce que je viens de partager avec vous soit mis à profit, utilisé comme un outil, parmi les autres outils de pleine conscience dont nous disposons. C'était justement une de mes questions ou une réflexion que je me faisais. Qu'avez-vous intégré dans votre pratique de la pleine conscience à partir de tout ce que vous avez appris de vos parents, grands-parents ou ancêtres originaires d'Afrique du Sud? Qu'avez-vous donc intégré dans votre pratique de la pleine conscience? Comment l'avez-vous adapté? Car certaines choses relèvent vraiment de la pratique occidentale et doivent être adaptées. Et je pense que la pleine conscience peut également apporter une certaine sagesse à des personnes qui ne sont peut-être pas habituées à réfléchir ou à penser au fait qu'elles peuvent se concentrer sur elles-mêmes, aller à l'intérieur d'elles-mêmes, être simplement présentes et voir la beauté de cet état de présence. Cela va dans les deux sens. Oui. Pour ma part, je ne fais pas de feu de camp lorsque nous nous mettons en cercle. En revanche, j'apporte une bougie. J'apporte donc une bougie et je commence toujours mes séances en allumant une bougie, en indiquant explicitement qu'elle symbolise mon héritage d'enfants d'ancêtres qui étaient des guérisseurs traditionnels. Et donc, lorsque j'allume la bougie, je dis toujours que j'invite ceux qui m'ont précédé, ainsi que mes ancêtres, à être avec moi alors que je commence la séance. Et en allumant cette bougie, je demande également aux participants d'inviter les leurs à participer à la séance et à nous guider. Voilà comment je débute mes séances. Et je trouve que cela permet à chacun d'être soi-même, car cela signifie
Je vous accueille pleinement pour qui vous êtes, d'où vous venez, qui vous êtes devenu et qui vous êtes aujourd'hui, en cet instant présent. Pour moi, c'est important de le signifier pour permettre à chacun d'entrer dans cet espace en sachant qu'il est accueilli dans toute la dimension de son être. Pour poursuivre sur cette idée d'adaptation, parfois on fait référence à ces moments pendant lesquels on passe l'aspirateur ou bien lorsqu'on est au volant de sa voiture, c'est-à-dire ces moments où l'on est sur pilote automatique. Et donc les personnes avec lesquelles je travaille dans les communautés défavorisées ne possèdent ni voiture ni aspirateur et se servent d'un balai. Je leur dis donc, lorsque vous passez le balai, parfois vous le faites sans en avoir conscience. Alors, comment pouvez-vous passer chaque coup de balai en pleine conscience, en ressentant votre respiration et la sensation de votre main pendant que vous balayez? Que ressentez-vous? Votre mâchoire est-elle serrée? Votre front est-il plissé? Votre visage crispé? Maintenez-vous une tension pendant que vous balayez? Pouvez-vous peut-être percevoir ce que vous maintenez alors que vous n'avez pas besoin de le maintenir? C'est ce genre d'adaptation qu'il faut faire pour que cela soit parlant pour les personnes avec lesquelles on travaille. Car il n'y a rien de plus offensant que de leur parler d'une voiture automatique alors qu'elles n'en ont pas. Il faut par conséquent être en phase avec la situation, adapter son enseignement et respecter la situation de la personne en face de soi et la rejoindre là où elle se trouve. C'est ce que j'essaie de faire. Vous avez mentionné que lors de votre formation en pleine conscience, vous aviez mené une étude auprès d'un groupe de jeunes filles, les adolescentes que vous avez mentionnées. Vous avez suivi votre formation avec Simon Weitzman, avec lequel nous nous sommes aussi entretenus dans le cadre de cette série. Vous nous avez dit qu'au début, c'était un peu bizarre. Vous avez dit que c'était un vrai défi, car ces filles, ces adolescentes, ces jeunes filles ne comprenaient pas vraiment ce que vous faisiez avec elles. Puis vous avez senti un changement. Quelque chose s'est produit. Oui, tout à fait. C'était bien un groupe d'adolescentes. Je travaillais avec une autre personne, car nous travaillions en binôme. C'était une autre dame. Ce fut un véritable défi. J'avais oublié à quel point les jeunes filles peuvent être espiègles. Par exemple, lorsqu'elles étaient allongées pour faire un scan corporel, elles se chatouillaient entre elles, se montrant vraiment dissipées et ne prenant pas l'enseignement au sérieux. J'ai donc réalisé l'importance d'impliquer leurs parents également, d'organiser une réunion avec eux, de leur expliquer ce que leur fille allait vivre pendant ces 8 semaines et de leur donner une idée de ce qu'est la pleine conscience. Je leur ai donc proposé une courte méditation de pleine conscience, axée uniquement sur la respiration. Puis je leur ai donné un aperçu de ce qu'est le yoga de pleine conscience. Et cela a porté ses fruits, car lorsqu'elles étaient chez elles et qu'elles disaient « Je médite, Didi m'a donné des devoirs », eh bien, leurs parents comprenaient. Très clairement, la plupart du travail de pleine conscience se réalise en dehors de la salle de classe. Et il était donc important que les parents adhèrent à cette démarche et leur apportent leur soutien. De fait, j'ai commencé à constater un changement au cours de la 4e et de la 5e semaine. La 4e semaine, d'une manière ou d'une autre, elles sont arrivées et se sont mises spontanément en cercle. Je n'ai pas eu besoin de leur dire « Les filles, mettez-vous en cercle ». Et au moment où nous nous sommes assises pour commencer la pratique, elles savaient presque instinctivement qu'elles devaient s'apaiser pendant que j'allumais la bougie et la plaçais au centre, ce qui voulait dire « Bon, maintenant, on commence ». Le changement que j'ai particulièrement apprécié s'est produit lors de notre journée de pratique du silence.
C'était intéressant de les voir arriver et comprendre que la journée allait se dérouler dans le silence. Même si elles continuaient à se regarder dans les yeux et à vouloir rire et se sourire les unes aux autres. À partir de la première pause de la journée, je crois que nous avions commencé à 8 heures du matin. Il était donc 10 heures. Elles ont réussi à manger en silence. Elles ont bu leur thé en silence et ont marché en silence. À la fin de la journée, les filles ont rapporté qu'elles ne s'étaient pas rendues compte jusqu'alors à quel point il était agréable de garder le silence, d'être simplement avec soi, de ressentir son souffle, entrer et sortir. Elles ne s'étaient pas rendues compte de la crispation intense dans les épaules ou la tension inutile dans les mâchoires. Au fur et à mesure des exercices, les participantes sont en effet invitées à identifier les points de tension ou de crispation superflus, les endroits que l'on peut détendre, la façon dont on peut utiliser la respiration pendant la pratique du yoga, par exemple, pour faciliter le relâchement dans une posture donnée. C'était donc intéressant d'entendre les filles faire des remarques sur les endroits où elles se crispaient inutilement, ou sur le fait que ressentir leur respiration leur procurait un sentiment de confort et de sécurité. Une fille a dit « Je ne m'étais pas aperçue à quel point je retenais ma respiration. » Et quand vous avez dit de prendre de profondes inspirations ou de suivre l'inspiration et l'expiration, cela m'a permis d'être en contact avec ma respiration. C'est toujours une leçon d'humilité pour moi de travailler dans ces environnements et avec ses enfants. À la fin de notre séance, de notre journée de silence, une des filles est venue me voir et m'a dit « Didi, nous n'avons rien eu à manger à la maison depuis 4 jours. Et le simple fait d'être ici a été formidable, car j'ai eu 2 repas aujourd'hui. Mais je suis juste triste de ne rien avoir à ramener à la maison pour mes frères et sœurs. » Vous voyez, j'étais partie avec l'idée de constituer un groupe comme support de mes études, qui me serait utile dans la rédaction de ma thèse et dans l'obtention de mon certificat d'enseignante en pleine conscience. Et en définitive, c'est devenu bien plus que cela pour moi, mais aussi pour les participantes. C'est donc un échange qui m'appelle à l'humilité, systématiquement. Je ne suis pas seulement... En fait, cela me dépouille de mon ego et me touche profondément. Oui, c'est perceptible. Oui, oui. Vous ne feriez pas ce que vous faites si vous n'étiez pas touché. Oui. Et vous avez également dit à quel point cela leur avait été utile, ne serait-ce que pour se rendre à l'école en pleine conscience, et que cela les avait aidés dans leurs études. Oh oui, oh ça y est, je pleure. Bien sûr, je pense que je ne ferais pas ce travail si... merci pour le mouchoir. Si cela n'avait pas autant d'importance pour moi. Et comme je le dis, je m'efforce tout particulièrement de faire ce travail auprès des communautés défavorisées, car la pleine conscience est souvent considérée comme une pratique réservée aux femmes blanches d'âge mûr. Or, je suis convaincue qu'elle peut être d'un grand soutien
pour tout le monde, quel que soit le statut socio-économique ou l'âge. Donc, oui, je travaille avec les jeunes et les moins jeunes. J'ai aimé ce qu'un enfant m'a dit un jour. Tu sais, Didi, j'ai un long trajet à faire chaque jour pour aller à l'école, mais j'en profite pour pratiquer la marche en pleine conscience. Comme ça, j'arrive au portail de l'école sans même m'en rendre compte. Pour moi, c'est toujours magnifique d'entendre à quel point cela peut toucher les gens et changer leur vie. Vous faites bouger les choses dans ce pays et dans le monde, car je pense que lorsque nous travaillons sur nous-mêmes, nous travaillons au profit de notre environnement et par conséquent, nous travaillons vraiment à plus grande échelle. Pour conclure notre session, quels sont les espoirs que vous aimeriez partager? Que souhaitez-vous dire à notre audience et aux personnes qui vont vous écouter? Et quel est votre espoir pour ce pays et pour les personnes avec lesquelles vous travaillez? Tout d'abord, j'aimerais voir davantage de personnes de couleur avoir accès à une formation aux pratiques de pleine conscience, car il existe encore un écart considérable entre ceux qui peuvent obtenir les qualifications que j'ai, c'est-à-dire ceux qui en ont les moyens ou qui ont pu obtenir des bourses. Dans mon pays, la population est majoritairement composée de personnes de couleur. Donc, premièrement, mon souhait serait que davantage de personnes comme moi travaillent dans les communautés. Deuxièmement, les pratiques de pleine conscience ne sont pas si interdépendantes, dans le sens où, dans différentes sociétés, cultures et héritages, il existe une sagesse innée de la pleine conscience, qui peut être adaptée et intégrée au matériel et au programme que nous utilisons pour l'enseignement de la pleine conscience. Je suis donc impatiente de voir comment intégrer, comme je vous en ai parlé, le chant, le fredonnement ou encore la danse, comme forme, comme outil de pleine conscience. Enfin, j'aimerais tout simplement voir les gens se considérer les uns les autres comme les êtres humains que nous sommes et se traiter avec respect, amour et bonté. C'est vraiment mon espoir. Merci. Vous êtes quelqu'un de très inspirant et je suis persuadée que vous êtes une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. J'espère que beaucoup suivront votre exemple et diffuseront cette sagesse ancestrale combinée à la pleine conscience. Merci Didi. Merci à vous. Merci pour cette discussion que nous avons eue ensemble. Merci. Il y a d'autres séries, d'autres épisodes des chroniques Quantum Way. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur « J'aime ».